Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. School TV Le Mag qui a pour cadre la journée de l'autisme. C'était hier, dimanche 2 avril. Voici sans plus tarder le sommaire de cette toute nouvelle émission. Dans cette émission Gros Plan sur particulièrement la médiation animale. De quoi parle-t-on et surtout quelle est son utilité? Irina Capron sort sa loupe dans un instant. Quelle est l'approche utilisée? Avec quel animal? Comment se passe surtout une séance? Avec quel bienfait? Éléments de réponse avec nos invités dans un instant. Et puis quels sont les moyens mis en œuvre pour les enfants autistes en France? Quelle structure? Avec quel maillage? Où en est-on? On en parle dans un instant avec Marine Grand-Georges. Bonjour. Bonjour Marine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse au sein du laboratoire Ethos en Bretagne, maître de conférence à l'université Rennes 1. On parle avec vous dans un instant. On est également en Skype avec Nancy Maziman. Bonjour Nancy. Vous êtes AESH, bonjour, à l'école élémentaire de Utenheim, ça se trouve dans le Bas-Rhin. Et je crois que vous allez nous parler de pirates dans un instant. Vous nous en dites plus dans quelques instants, juste après la loupe d'Irina. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Vous avez votre loupe. Vous êtes mignonne. C'est bien. Petite loupe un petit peu dorée. C'est bien, c'est raccord avec votre outfit, c'est magnifique. Exactement. Je vous reconnais bien là. On a déjà fait une émission, Irina, sur l'autisme, mais rappelez-nous, une personne sur 100 est concernée en France? Exactement, 700 000 personnes sont autistes en France. Alors je le rappelle, l'autisme, ce n'est pas une maladie mentale, il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental. On appelle ça le trouble du spectre de l'autisme, car il existe plusieurs formes d'autisme. Chaque personne autiste se situe différemment sur le spectre, donc les symptômes sont multiples et leur intensité variable. Alors aujourd'hui dans cette émission dans School TV Le Mag, on se concentre sur la médiation animale. Quand a-t-elle été créée? Alors la médiation animale a été créée dans les années 50 par le pédopsychiatre américain Boris Levinson. Il a dit, je cite, « L'animal ne se nourrit pas d'attentes idéalisées envers les humains, il les accepte pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils devraient être. » Donc ça signifie que l'animal ne juge pas quand il aime, c'est de façon inconditionnelle. Donc la médiation animale est basée sur l'attrait que l'animal exerce auprès des personnes et sur sa capacité à les stimuler. Elle permet de mettre en contact des animaux familiers avec des personnes fragilisées, donc des personnes souffrant de divers troubles, aussi bien physiques que cognitifs, psychologiques ou sociaux, afin de susciter des réactions positives. Pourquoi parle-t-on de médiation animale pour les autistes? Parce qu'une étude de l'université du Missouri aux États-Unis a montré que les enfants autistes qui possèdent un animal de compagnie ont de meilleures capacités sociales que les autres. Alors les capacités sociales peuvent être des comportements sociaux, comme se présenter à quelqu'un, demander des informations ou répondre à des questions d'autres gens. Donc ce sont généralement des défis pour les personnes autistes. Donc de plus en plus de personnes utilisent la médiation animale pour apaiser les troubles autistiques. L'objectif pour les enfants autistes, c'est de réussir à les sortir de l'isolement, de réduire leur stress et d'augmenter ses capacités sociales. Justement, c'est ce que fait l'une de nos invités aujourd'hui dans son école dans le Bas-Rhin. Exactement, l'école élémentaire de Utenheim dans le Bas-Rhin fait de la médiation animale depuis décembre dernier. Un berger australien va tous les jours en cours en classe d'Ulysse, donc unité localisée pour l'inclusion scolaire. Le chien nommé Pirate aide 9 enfants âgés de 9 à 11 ans qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme. Et Nancy Maziman, notre invitée aujourd'hui, est à l'initiative de ce projet. Elle est également la propriétaire de Pirate et elle se sert justement de son chien pour travailler des nombreuses compétences avec les enfants. Et après quelques mois, les progrès sont déjà bien visibles. On en parlera justement avec elle. On prend des nouvelles de Pirate tout de suite. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale, je vous représente mes invités avec Marine Grand-Georges qui est chercheuse et maître de conférence à l'université de Rennes 1 et Nancy Maziman, vous en parlez, qui est AESH justement à Rutenheim, l'école alimentaire dans le Bas-Rhin. Comment va Pirate? Pirate va très bien, merci. Merci beaucoup. Le travail a commencé quand justement avec Pirate? Alors le travail a commencé début novembre, très exactement. Il a fait ses premières arrivées dans la classe. Alors les enfants n'ont pas tous réagi de la même manière, bien évidemment, on les avait préparés en amont. Mais c'est vrai qu'on a tout de suite eu des interactions entre certains enfants et le chien. Des interactions qui n'existaient pas entre les enfants et les adultes ou bien les autres enfants. Pour que l'on soit bien clair, Nancy, l'animal n'est pas considéré comme un médicament, c'est un partenaire. L'animal est un partenaire, c'est un créateur de liens.
c'est un catalyseur en fait pour tout ce qui est compétences psychosociales. Et c'est surtout un point d'appui pour les enfants pour se sentir en sécurité émotionnelle, pour pouvoir s'apaiser à l'école, pour se sentir bien en fait. C'est déjà un élément très important pour eux de se sentir en confiance et en sécurité à l'école. Marine Grand-Georges, vous êtes chercheuse, je le rappelle, éthologue au sein du laboratoire Ethos et maître de conférence à Rennes 1. Quelle est votre définition de la médiation animale ? En fait, la médiation animale repose sur toujours un minima un triptyque. On a un professionnel, ici notre interlocutrice, un animal, donc pirate, et des bénéficiaires. C'est vraiment cette triangulation qui permet de faire émerger des compétences chez le bénéficiaire ou de récupérer des compétences qu'il aurait perdues. Quand a-t-on découvert le pouvoir qu'ont ces animaux pour créer du lien, pour créer cette connexion justement avec les bénéficiaires ? Alors, on a cette formalisation avec Boris Levinson dans les années 50-60 aux États-Unis, mais finalement, quand on regarde des textes dans l'histoire, ça remonte déjà à l'Antiquité, où cette présence de l'animal était considérée comme bénéfique pour les personnes, et notamment le cheval, à l'époque, était mis en avant. Nancy, est-ce qu'il a fallu jouer un petit peu des coudes, je vais être un petit peu trivial, jouer des coudes pour faire comprendre les bienfaits de la médiation animale aujourd'hui en France en 2023 ? Un petit peu, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été le chemin n'a pas été forcément tout tracé, mais je dois avouer quand même que les portes se sont ouvertes assez facilement. Il a fallu un petit peu expliquer les choses, expliquer les bienfaits qu'il pouvait y avoir avec la présence d'un animal, donner confiance aussi dans mon chien, parce que c'est bien évident que mettre un chien dans une école, il faut quand même voir tous les aspects de danger. Donc il fallait aussi que mon chien et la confiance des adultes ici. Mais ça s'est fait quand même très rapidement et la hiérarchie a très rapidement suivi. Avec des résultats assez rapides ? Des résultats, on en a eu assez rapidement, oui. Alors, bien évidemment, ça évolue avec le temps. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Il y en a qui ont adhéré très vite. Et il y en a qu'il a déjà fallu mettre en sécurité au niveau des interactions. On avait un petit garçon qui avait très très peur du chien. Mais très rapidement, on a travaillé ça avec lui. Il a pris conscience de sa peur, il a appris à la gérer, il s'est autorégulé. Et puis, au fur et à mesure du temps, en 15 jours, 3 semaines, il était en capacité de se coucher à côté de lui, de le regarder, de lui faire des caresses. Donc voilà, ça c'est un exemple aussi de bienfait très, très simple et très pratique. Il y a tout un travail préparatoire, j'imagine, Nancy. Comment on prépare justement l'arrivée de pirates ? Alors, on en parle déjà beaucoup avec les enfants. On leur montre déjà ce que c'est qu'un chien, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident pour eux. Et puis, on leur dit que le chien va venir à l'école, on en discute avec eux, on le reprend plusieurs fois à des jours différents, parce qu'ils ont aussi besoin de temps pour intégrer les choses. Et puis, le premier contact se fait tout en douceur, où on laisse vraiment l'enfant venir vers le chien. On observe aussi le chien, parce que lui, il va s'adapter à chaque enfant. Donc ça, c'est son intelligence émotionnelle. Il va être en capacité de juger si l'enfant est réceptif ou pas. Donc on surveille un petit peu tout ça, mais on n'intervient pas trop en fait, parce qu'on fait confiance aux deux. Et c'est en faisant confiance aux deux que les liens se créent aussi. Marine Grand-Georges, comment s'installe cette relation triangulaire dont on parle effectivement maintenant depuis 10 minutes ? Est-ce que l'équilibre est parfois dur à trouver ? Alors bien entendu, parce que finalement on est sur des individualités. Chaque enfant à TSA est différent, chaque chien est différent, donc on n'a pas de recette magique. Et ce que disait votre interlocutrice, c'est vraiment ça, c'est laisser aussi faire, parce que finalement les enfants et le chien ont les ressources en eux, et l'intervenant, le prof ici, est là pour les guider. Donc on est vraiment sur une création de lien qui est unique, qui peut être des fois instantanée, et d'autres où ça peut prendre quelquefois des semaines sans qu'on voit des choses. Et finalement, le lien est là, même s'il n'y a pas de caresse, même s'il n'y a pas de jeu. Ça peut aussi passer par des échanges de regards ou juste des moments passés à proximité. Nancy, comment vous est venue l'idée d'amener Pirate dans cette fameuse classe d'Ulysse, et pourquoi avoir choisi un chien ? Alors,
l'idée m'est venue parce qu'à l'école, on rencontre de plus en plus de profils ou d'enfants qui ont des besoins vraiment particuliers auxquels le système actuel met beaucoup de temps à répondre. Et l'apport d'un animal, on le sait, on le voit dans plein d'autres structures. Vous allez dans les maisons de retraite, vous allez dans les hôpitaux. L'apport, il est connu. Ouais. Et il n'y avait vraiment pas de raison que ça ne se passe pas comme ça à l'école. Alors après, mon chien est un chien visiteur, donc il a été testé. On savait qu'il était en capacité de venir comme ça dans une structure scolaire. Et c'est tout naturellement en fait que l'idée m'est venue parce que les besoins sont là et parce qu'on n'a pas forcément les outils dans les méthodes traditionnelles pour y répondre de manière adaptée. Marine Grand-Georges, quelles sont les différentes dimensions que l'on peut travailler avec un animal? Là, on parle effectivement de pirate, un chien, mais on a vu aussi qu'on peut le faire avec des marmottes, avec des chevaux. Dimension thérapeutique, sociale, pédagogique, éducative? Il y a beaucoup de dimensions? Oui. Il y a beaucoup d'objectifs possibles avec l'animal. Ça peut être aussi bien des objectifs thérapeutiques, des objectifs éducationnels, l'objectif d'apprendre des compétences sociales. Et tout dépend en fait de l'animal, parce que vous ne ferez pas la même chose avec un cheval ou un chien ou avec un cochon d'Inde. Et on travaille sur des dimensions physiques, de santé, sur du court terme, avec des moments de stress qui peuvent s'apaiser au contact de l'animal, puisqu'on sait qu'il est anxiolytique, mais aussi un aspect santé à long terme, puisque la présence de l'animal permet d'avoir une meilleure santé, diminue par exemple l'allergie. On peut aussi travailler ces aspects émotionnels, régulation des émotions, puisque si on veut interagir avec l'animal et qu'il reste avec nous, il faut savoir se contrôler, il faut savoir le comprendre et exprimer les émotions qui sont appropriées. Et comme globalement, les espèces animales sont assez motivantes et attractives pour les enfants, eh ben, on voit qu'ils puissent dans leurs ressources, qu'ils essayent d'apprendre des choses auprès des animaux et qu'ils y arrivent avec plus ou moins de temps. Marine, on le sait, il n'y a pas qu'une forme d'autisme, il en existe des centaines, mais la médiation animale est vraiment bénéfique pour toutes les personnes ? Alors c'est intéressant en effet parce qu'on peut trouver des bénéfices sur l'ensemble du spectre, que ça soit des formes très légères où on trouve des enfants qui sont scolarisés ou des enfants qui n'ont pas le langage et qui vont interagir avec l'animal sur leur sens. Le toucher, l'odorat, et l'animal est une source de stimulation. Donc oui, on trouve des apports pour l'ensemble du spectre, mais les apports sont différents, bien entendu. Est-ce qu'on arrive à qualifier, Nancy, le type de relation que bâtit du coup Pirate avec tous ses enfants? Des relations fortes, j'imagine? On a des relations fortes, oui, tout à fait. On a des enfants pour qui Pirate, c'est vraiment un point d'appui pour arriver en classe. D'accord. Parce que les lieux, pour eux, les lieux différents sont difficiles, ils n'appréhendent pas leur espace comme nous, et les faire rentrer dans une salle de classe, ça peut être quelque chose de très compliqué. Et pour certains, Pirate est vraiment un point d'appui. Il va sortir dans le couloir, il va venir les chercher, il va les aider à rentrer, il va rester à côté un petit moment pour qu'ils se calment, qu'ils s'installent en classe. Et ça, c'est un exemple de point d'appui. Pirate peut être ça pour eux. Il peut être aussi un vecteur d'autorégulation émotionnelle. Par exemple, quand ils sont en classe d'inclusion, donc dans une classe ordinaire, forcément, il y a le groupe classe, les pressions sont plus importantes, le stress est différent, ce n'est pas la même maîtresse. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'ils vont être plus chargés émotionnellement. Et alors, ça arrive qu'ils s'asseyent par terre, que Pirate vienne, ils passent 3 minutes à le caresser, ça les apaise, et ensuite ils peuvent retourner dans leur activité. Comment on évite la frustration de la rupture à chaque séance? Est-ce que c'est un sujet, ça? Puis la relation qui est forte? C'est pas un sujet, parce que Pirate ne fonctionne pas en séance, en fait. On fonctionne vraiment avec une présence sur la demi-journée. D'accord. Donc, il est là en même temps que les enfants. Donc, la rupture n'est pas vraiment là, parce que quand ils partent, c'est pour retourner au domicile. Donc, la motivation du départ, elle est là. Et la rupture avec le chien se fait naturellement, d'autant plus qu'ils savent que le lendemain matin, le chien sera à nouveau là.
Est-ce que vous avez des confrères qui sont venus vous voir pour voir justement comment fonctionne votre programme, entre guillemets, tout votre travail avec Pirate? Alors on a beaucoup de sollicitations depuis que c'est un petit peu médiatisé. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de savoir comment est-ce qu'on a fait, quelle démarche on a fait, comment le chien a été formé. Voilà, ça c'est des choses qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu d'ampleur dans les semaines et les mois qui viennent. Justement, Nancy, comment votre chien Pirate a été formé pour intégrer la classe Ulysse? Alors Pirate, c'est un chien qui, naturellement, je veux dire de caractère, avait déjà tout petit les capacités. On l'avait repéré quand il était petit, parce qu'il avait ses capacités à avoir une bonne lecture émotionnelle, il avait un calme aussi, qui se voyait déjà. Et en fait, il a eu une éducation en club tout à fait, j'allais dire, traditionnelle. Et puis, au sein de ma cellule familiale, il a beaucoup apporté à mes enfants. Ensuite, on a fait la formation de chiens visiteurs, qui donc permet aussi de tester, de faire évoluer le chien pour qu'il puisse effectivement aller au contact de publics un petit peu fragilisés. Voilà, mais il avait en lui déjà cette capacité à bien lire les émotions des autres, à bien y répondre, il connaissait bien les codes, donc c'est pour ça que ça facilitait beaucoup les choses aussi. Marine Grand-Georges, il faut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Est-ce que la France est toujours en retard concernant la médiation animale ou est-ce qu'il y a des progrès? Alors non, la France n'est pas du tout en retard. En fait, ça fait même partie des leaders au niveau international. La plus grande des difficultés en France, c'est que la pratique n'est pas légiférée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une formation clé. On a plein de formations possibles. Donc ça, c'est peut-être une des difficultés, mais qui est en même temps une forme parce que ça permet de faire émerger beaucoup d'initiatives au profit de plein de profils, de très jeunes enfants en crèche jusqu'à de la fin de vie dans des hôpitaux, dans des services d'oncologie à l'hôpital, en prison. Donc finalement, ce qui peut sembler être un point fort peut être aussi un point faible et inversement. Et quand on en discute entre chercheurs dans des colloques internationaux, la France fait partie des leaders, clairement. Pour une fois qu'on entend ça, on fait tellement d'émissions, on entend qu'on est en retard, ça fait vraiment du bien d'entendre que pour une fois, on est limite à la pointe. Nancy, est-ce que, j'imagine vous dialoguez au quotidien avec les parents, est-ce qu'au début, il y en a qui avaient des réticences justement quant à cette méthode ou au contraire, ils ont plébiscité cette méthode assez rapidement? Alors sincèrement, on a donc fait un sondage auprès de tous les parents de tous les élèves de l'école, pour les informer déjà du projet, pour leur demander si leur enfant avait peur du chien, pour leur demander s'il y avait des allergies aussi, bien sûr. Et en fait, on n'a eu aucun retour négatif. Wow. Ça nous a énormément surpris de voir que les parents ont tout de suite adhéré à cette idée-là. Et c'est vrai que même au niveau des enfants de la classe, on avait donc 2 enfants qui avaient peur, mais les parents n'ont absolument pas mis de bâton dans les roues. Au contraire, ils étaient vraiment très, très, très intéressés par le projet. Et tout a pu se mettre en place très vite aussi grâce à ça, on va dire. Comment sont formés les référents, justement, dans cette relation triangulaire? J'imagine que vous avez un rôle primordial, puisqu'on en parle en début d'émission, c'est vous qui devez, même si j'ai quand même le sentiment que vous laissez un petit peu faire l'animal et du coup le bénéficiaire, mais c'est quand même vous qui guidez cet équilibre. Alors on guide, mais surtout on ne s'interpose pas. Il faut vraiment laisser le chien et l'enfant entrer en contact de manière naturelle. Parce que si on s'interpose, c'est vrai qu'on va un petit peu tout casser. Donc il faut vraiment laisser cette relation se créer. On surveille toujours du coin de l'œil, on guide. Quand on fait vraiment une séance de motricité ou une séance de langage, évidemment, on est beaucoup plus présent. Mais c'est surtout les moments où ils sont en autonomie l'un avec l'autre. C'est ces moments-là qui sont forts et qui sont constructifs. Marine Grand-Georges, quelles sont les dernières avancées concernant la littérature sur cette médiation animale et est-ce qu'il y a des questions surprenantes qui ressortent de vos études? Alors par exemple, nous on travaille beaucoup sur le rôle du regard. Si on reprend les personnes avec TSA par exemple, on sait clairement qu'elles explorent un regard humain sur la partie basse.
elle regarde principalement la bouche. Et nous, on a montré il y a quelques années que sur des visages animaux, elles vont regarder les yeux, comme le font les personnes neurotypiques. Et cette capacité à regarder les animaux dans les yeux les aiderait peut-être à mieux communiquer avec eux, à comprendre les émotions et après les transférer aux êtres humains. Donc on est vraiment sur cette piste des échanges visuels entre ces enfants avec TSA ou ces ados avec TSA et les animaux comme un mécanisme sous-jacent qui expliquerait pourquoi il y a des bénéfices. Donc ça, c'est un des points clés qui ressort en ce moment dans tout ce qui est médiation animale. Et sinon, de manière large, c'est le rôle physiologique. On commence à montrer qu'il y a des changements de sécrétion d'hormones quand on est au contact de l'animal lors de ces séances, plus de sécrétion d'ocytocine, diminution du cortisol. Et donc, on bénéficie de manière caricaturale d'un bain d'hormones plus positif qui permet d'aller mieux. Nancy, est-ce que vous assistez au quotidien à des petits miracles, si je puis dire? Est-ce qu'il y a une part de magie dans cette démarche? Non, il n'y a pas de part de magie. On aimerait bien avoir une baguette magique, mais ça ne marche pas comme ça. Non, c'est vraiment un travail quotidien, mais c'est plein de petites victoires. Et c'est vrai que toutes ces petites victoires nous font vraiment très chaud au cœur et permettent surtout aux enfants d'avancer. Ça leur permet de s'ouvrir à l'univers qu'il y a autour d'eux. Et ça, c'est vraiment très, très important pour eux d'arriver à prendre contact. Même des enfants non-verbaux qu'on a dans la classe vont venir vers le chien, vont pointer le chien. On a vraiment une attention conjointe qu'on peut avoir avec eux et c'est le début de la communication en fait. Et c'est grâce à ça qu'on peut les tirer aussi vers, quelque part, vers des interactions avec leur environnement. L'info en plus, c'est avec Irina Capron. Et pour ton info en plus, Irina, tu nous parles du délai pour diagnostiquer son enfant autiste. Effectivement, et le délai est souvent long, mais il est encore plus en Bretagne. La région possède les délais les plus longs de France pour poser un diagnostic du trouble du spectre autistique. Par exemple, à Vannes, dans le Morbihan, le délai est de 2 ans. Alors, pour faire face à ce... 2 ans. 2 ans, oui. Pour un enfant, c'est très long. Alors, pour faire face à ce manque de réponse, l'association Papa, Maman et Moi Construisons avec l'autisme aide les familles. L'association qui a été créée en 2011 a depuis le début de l'année un local de 70 mètres carrés à Vannes pour justement accueillir ces familles désemparées. Donc l'association propose de nombreuses activités. Leur objectif, c'est d'écouter et d'être là pour justement ces familles, mais également de favoriser l'intégration dans la société des personnes autistes. Nancy Maziman, 2 ans en Bretagne, nous disait Irina. Le diagnostic, c'est encore parfois, vous disent les parents, un parcours du combattant? C'est un véritable parcours du combattant, c'est clair. Et même quand le diagnostic est posé, ça reste un parcours du combattant dans tout ce qui est démarche, dans tout ce qui est suivi. C'est extrêmement compliqué d'être parent d'enfants autistes encore aujourd'hui. Quel est votre sentiment, Marine Grand-Georges? On a dit qu'effectivement, pour la médiation animale, la France était pas mal. Pour ce qui est du diagnostic, encore une fois, ou du suivi, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui, en effet, on a une dissociation entre cette explosion qu'on a dans les médias où les gens sont de plus en plus informés sur l'autisme et de l'autre côté, le nombre de professionnels qui reste beaucoup trop faible pour le diagnostic et puis aussi derrière la prise en charge puisque ces enfants après vont grandir, ils vont être adolescents et une fois adultes, on a un manque criant en France de structures qui les accueillent de façon adaptée. Quelle réponse, quel mot, surtout pour des parents qui, quand ils apprennent le diagnostic, ça peut être parfois violent, on l'imagine, semblent totalement dépassés, semblent totalement déboussolés, Nancy. Qu'avez-vous envie de leur dire? Comment les rassurer? Comment les rassurer? C'est compliqué de les rassurer parce que effectivement, ils vont arriver dans un univers qui n'est pas du tout facile. Marine parlait ensuite de l'âge adulte, mais bien avant l'âge adulte, déjà les structures comme la nôtre, il en existe très peu au niveau de l'éducation nationale. Et ensuite, il y a le collège, ensuite il y a éventuellement les IME, mais derrière à l'âge adulte, effectivement, c'est très compliqué. Trouver une place aujourd'hui en IME, on est aussi sur plusieurs années d'attente. Donc les rassurer, c'est vraiment pas facile parce que nous, derrière, on n'a pas les moyens non plus.
Marine, trouver une place en IME, c'est là aussi des mois, voire des années d'attente avec, on imagine parfois pour des parents, obligés de déménager pour se rapprocher d'une structure adéquate? Oui, ça c'est une réalité. On a des parents qui déménagent et qui quittent même la France. Mais peut-être que le conseil à donner, c'est de ne pas rester seul. Parce que les associations de parents sont un lieu de ressources, ressources pour des idées, mais aussi ressources pour se poser et échanger avec des personnes qui comprennent ce par quoi on traverse. Donc je pense que ne pas rester seul est la première démarche pour des familles. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à vous, Nancy Maziman, qui est à ESH, à l'école élémentaire de Utenheim. Ça se trouve dans le Bas-Rhin. On invite bien sûr tous les professionnels à aller voir votre travail exceptionnel. L'éducation nationale aussi, pourquoi pas. Marine Grandjean, vous êtes chercheuse éthologue. Marine, si on veut lire vos écrits, on peut se rendre sur un site? Alors oui, vous pouvez aller sur le site du laboratoire Ethos où j'ai une page personnelle avec l'ensemble des écrits en français et en anglais. J'ai écrit un livre sur cette relation entre les enfants autistes et leur animal au quotidien qui permet d'avoir un concentré des résultats de recherche actuels. Merci Nancy et merci à vous Marine. Voilà pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est très heureux de vous avoir présenté et très fiers de vous avoir présenté cette émission. Un grand merci également à Laura Girard en régie et à Aude Kini. Merci Rina. Merci à vous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao.